dans l'épisode précédent. Voici la main d'Aldéric. Elle est d'une couleur verdâtre comme si elle était moisie, preuve d'une extrême ancienneté, d'une extrême vieillesse. Et si Aldéric était un vieillard, de sorte qu'il ne peut pas agir directement comme c'est sous-entendu depuis le début de la saga. Et donc voilà où je veux en venir, et si pour revenir, il avait besoin de Doji. Et j'irai même plus loin, et si Doji était destiné à être son successeur. Voici cette case où est associé subtilement le lion à Doji, le roi. De même pour les flammes qui font bien sûr référence à l'incendie lors de la mort de Doji, mais aussi à autre chose, le diable, le mal. Doji, le maître du mal. Sa succession n'est-elle pas déjà annoncée par cette case? Tout d'abord ce somptueux banquet du tome 10, et si cela était un clin d'œil au fait qu'il va être roi. Regardez cette phrase que dit le maître fou encore au tome 10, bienvenue dans ton royaume Doji. Au tome 4, Doji était naturellement convié à être chef, ce à quoi il refusa. Ce serait donc un destin qui le suit depuis le début. Au tome 2 et là au tome 3, où étrangement ses yeux deviennent rouges, ce mal qui est en lui. Cette théorie correspond parfaitement aux enjeux du personnage, ses traits de caractère, qu'il lutte contre sa haine qui est en lui, qu'il refuse d'être chef alors qu'il l'est naturellement. Toutes ces thématiques qui vont ressurgir au tome 13 du fait d'une seule chose, qu'il est le fils d'Aldéric. Et si en fait la ligne rouge symbolisait le destin de Doji qui est de succéder à Aldéric. Et donc qu'y a-t-il au bout de la ligne rouge? Vous l'aurez compris, et si c'était quelque chose de lié à Aldéric? Et si c'était une couronne, symbolisant sa succession? Deuxième idée, et si c'était un artefact du mal qui permettrait à Aldéric de se réincarner en Doji? Mais et si le maître fou face à cela voulait sortir de ce destin? Quel est son objectif dans tout ça? Yo, je te souhaite la bienvenue dans ce 6e épisode des plus dingues théories sur Seul tome 13. Aujourd'hui, on est là, avant-dernier épisode, on va parler de pas mal de choses, notamment du sens du titre, les âmes tigrées, qui pourraient être liées à l'objectif du maître fou. Vous allez voir ça. Cet épisode va être dans la continuité du 4 et du 5 et va mettre un point final à cet arc de théorie. Aussi, je vous rappelle que si à votre tour vous voulez partager vos théories, vous pouvez les envoyer à l'adresse mail tathéorie-en-vidéo.myheartbeat@gmail.com et vous serez peut-être sélectionné pour que je partage votre théorie en vidéo. Pour ceux qui ont Discord, vous pouvez aussi me contacter par message privé. Vous pouvez retrouver toutes les infos dans la description. Bref, je vous encourage toutes et tous à participer. À présent, il nous faut plonger dans ce 6e épisode. Jingle, c'est parti! Et pour commencer, j'aimerais parler de deux scènes à propos de Doji des tomes précédents. Des scènes assez singulières, deux scènes où Doji a récité un poème. Car on peut se demander pourquoi les auteurs ont gaspillé à chaque fois une page juste pour la récitation d'un poème. Je dis gaspiller parce que ça ne fait en rien avancer l'histoire. À moins que ces poèmes aient un sens caché. Et c'est ce qu'on va voir, à commencer par celui du tome 8. Adieu vive clarté de nos étés trop courts. Ne serait-ce pas en référence à la guerre des limbes qui va arriver? En fait, la question c'est pourquoi Velman a choisi ce poème. En plus de cette référence à la guerre des limbes, j'ai noté deux autres potentiels références. Premièrement, il y a une référence à l'hiver qui va être au cœur des tomes 9 et 10. Et deuxièmement, et j'en suis pas sûr, ce serait potentiellement une référence au futur cloueur de nuit, à travers ces vers qui parlent de clous. En fait, le problème de cette analyse de poème, c'est qu'on peut un peu y voir ce qu'on veut. Raccrocher tout et n'importe quoi à la saga Seul, ce qui fait que c'est assez compliqué et je vous encourage à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous encourage à aller voir à votre tour la page en question. Mais donc ça ouvre une piste, et si ces poèmes à chaque fois annonçaient les tomes prochains? Ou là donc ça annoncerait potentiellement trois choses, la guerre des limbes, l'hiver et les couleurs de nuit. Cette scène étant du tome 8. Et ce qui me fait croire à ça, c'est que pour celui du tome 12, c'est encore plus clair que ça. Dans le sens où les propos du poème se rapportent bien à la saga Seul. Et vous savez quoi? C'est ce qu'on va voir. À mesure que ce mot est autre chose, je me suis élargi comme le monde et ma conscience plus large que la mer. Dernier soleil, j'éclate, je suis le feu, je suis la mer. Le monde se défait. Mais je suis le monde. Tout d'abord, la référence la plus évidente, c'est avec « à mesure que ce mot est toute chose », qui se lie avec le concept même de la saga, du fait que ce sont des enfants qui sont morts. Et après s'en suivi, je me suis élargi comme le monde et ma conscience plus large que la mer. Ce qui se réfère bien sûr au fait que les limbes sont construits d'âmes d'enfants. On peut ainsi traduire la première phrase par « à mesure que les enfants mouraient, leurs âmes ont construit les limbes ». Ensuite, la deuxième idée qui nous intéresse, c'est à propos de cette phrase « le monde se défait ». Mais ne serait-ce pas une référence à l'engloutissement des limbes par le monolithe? Et justement, ce cataclysme monolithique qui va certainement survenir au tome 13. Donc vous l'aurez compris, ce poème a été aucunement choisi au hasard, et il me reste donc une question: que signifie la phrase « mais je suis le monde ». Le questionnement est que quand le monolithe va engloutir les limbes, il va engloutir des lieux qui sont nés de l'esprit de certains. Ainsi, c'est comme s'il engloutissait une partie de leur âme. Et donc, et si le poème annonçait déjà qu'il allait en être question dans ce tome 13, et encore dans ceux d'après? Tout ça reste encore bien obscur, mais peut-être ça fera lien dans le tome 13. Et c'est vrai que j'avais jamais parlé de ces poèmes qui sont quand même quelque chose d'assez curieux dans la saga, car cette notion d'imaginaire collectif, d'âme qui
construisent les limbes sont directement en lien avec le titre du tome 13, les âmes tigrées. Est-ce un hasard que cette notion refasse surface à travers un poème dans la dernière page du dernier tome avant le tome 13? On a eu le temps de comprendre que dans Seul, il n'y a aucun hasard. Donc voilà, l'idée était d'ouvrir les pistes et je vous encourage à présent à me dire vous ce que vous en pensez de ces poèmes en commentaire. Quelle signification pour votre part leur trouvez-vous? À présent, on va entrer dans le cœur de la vidéo en reprenant là où on en était, à savoir quel est l'objectif du maître fou si l'objet au bout de la ligne rouge est lié à Aldéric. Le maître fou a-t-il tout prévu? N'est-ce qu'une mise en scène? Un plan? Mais quel plan? Eh ben écoutez, c'est ce qu'on va voir. On approche de la fin de la série et donc aussi du bout de la théorie. Bref, ne perdons pas plus de temps, vous êtes prêts? On y va. Souvenez-vous de la question qu'on s'était posée à l'épisode 4. Et si le maître fou, l'incarnation de son beau-père, voulait protéger Doji de son père? Son père qui est donc Aldéric, et où l'objet au bout de la ligne rouge en est lié. Et la question est, et si en fait il voulait plutôt lui faire renoncer? Lui faire renoncer à sa destinée liée à son père? Le confronter à ça et le faire renoncer par manipulation plutôt qu'il tombe dedans peu à peu, comme je l'annonçais à l'épisode 1. Et oui, on y est enfin, tout fait lien. En réalité, le maître fou veut le faire renoncer à l'objet au bout de la ligne rouge, lui faire renoncer à succéder à Aldéric. Mais peut-être veut-il en plus de lui faire renoncer récupérer l'artefact du mal. Artefact lié à son père, il est donc le seul à pouvoir l'atteindre. Tout ça est assez ambigu et je vais alors essayer de vous synthétiser ça. Qu'importe la version de la théorie, l'idée est que le maître fou veut faire agir Doji contre son destin. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser mais qui est en fait hyper important. Dans cette théorie, le maître fou est indépendant du mal. Et plus encore, dans cette théorie, il est même contre le mal. Mais pourquoi? On y vient maintenant. Juste, j'ai assez de mal à expliquer clairement la théorie, donc si c'est pas très clair ce que je comprendrais, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Ainsi, si le maître fou n'est pas du mal, serait-il alors du bien? Il paraît évident que non, mais s'il n'est ni du mal ni du bien, de quel camp est-il? On en vient donc à l'existence d'un tiers-camp qui ne serait ni du mal ni du bien. Mais ce tiers-camp alors va en contradiction avec la guerre des limbes, qui oppose donc le bien au mal. Et si donc ce tiers-camp était celui de ceux qui refusaient la guerre des limbes? Cela rejoint deux théories que j'ai pu faire auparavant. La première vient de ma deuxième vidéo datant déjà de mars dernier, où je parlais d'un tiers-ordre à propos des révoltés. Car et si la 8ème famille rejoignait ce tiers-camp? Ça serait logique dans un sens, car la 8ème famille est pile au milieu entre le bien et le mal. On verra ça. Mais surtout, ça rejoint une deuxième théorie que j'ai pu faire dans ma deuxième vidéo sur Seul tome 13 à propos des âmes tigrées, où je parlais de pluralité imaginative entre le bien et le mal, entre imaginaire conscient et imaginaire inconscient. Et j'avais émis plusieurs versions de la théorie. La première, c'était que les âmes tigrées représentent un groupe de personnes qui sont et du bien et du mal, et la deuxième était que ça représentait tout le monde, et que le bien ne pouvait exister sans le mal, l'imaginaire conscient sans l'imaginaire inconscient. Et donc en admettant la première théorie que ces deux personnes, les âmes tigrées pourraient correspondre au tiers-camp. Ce tiers-camp dont le maître fou va essayer de rattacher Doji, pour pas qu'il tombe dans le mal et qu'il succède à Aldéric. Et tout ça pour essayer d'aller à contre-courant de la guerre des limbes, pour tenter peut-être même de sortir de la guerre des limbes. Là serait la conviction du maître fou. Et donc ce serait de là que viendrait le titre de ce tome 13, les âmes tigrées. Et donc cet enjeu de tiers-camp aurait une place capitale dans le tome. Et c'est pour ça que cette théorie que Doji va renoncer à son destin tient tant debout. Car dans ce cadre, le titre aurait du sens. Mais face au maître fou, le mal va alors essayer d'emmener Doji à lui. Doji va devoir faire un choix entre le mal et les âmes tigrées, entre le maître fou et Camille. Camille dont Doji ne sait toujours pas qu'elle est l'enfant minuit. Et justement, une scène du tome 8 nous annonce déjà les prémices de ce dilemme. Alors que Camille et Van se sont déclassés dans la 8ème famille pour les aider dans l'épreuve de l'héliodrome, Doji dit à Camille: merci Camille, je jure que je te revaudrai ça. Et je serais pas étonné qu'au tome 13, Camille y fasse référence. Le choix va donc être difficile pour Doji, entre le mal qui est en lui et la bonté que lui ont apporté ses amis. Quoi qu'il en soit, cet indice qu'on vient de découvrir du tome 8 nous apporte une chose: Camille sera bien au cœur de ce tome 13. Ce qui rejoint ce qu'on parlait à l'épisode 2 quand on parlait de Terry. Dans ce tome 13, le mal va entrer en action et lancer la guerre des limbes. Et c'est là où le choix que va faire Doji va être déterminant pour toute la saga. C'est donc la fin de ce 6ème épisode, j'espère qu'il t'a plu. On se rejoint donc pour le 7ème et dernier épisode qui va conclure toute la série. Ça va être un bilan général de ce qui va se passer au tome 13 et puis je vous garde aussi quelques surprises. Bref, pour en être notifié, je t'invite à t'abonner. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à demain. Salut!